Christian Estrosi, notre invité, député maire de Nice. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. UMP, je précise. Peut-être pas pour très longtemps, mais UMP pour l'instant. Vous allez nous en dire un petit peu plus, Christian Estrosi. Concernant Nicolas Sarkozy, enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris le 2 juillet. D'ailleurs, ce sont les commissaires aux comptes de l'UMP qui ont saisi le parquet de Paris. À quel propos? À propos de la campagne présidentielle de 2012, dépassement du plafond légal des dépenses. Le Conseil constitutionnel estime que Nicolas Sarkozy doit payer 363 615 € correspondant au dépassement. L'UMP devait-elle payer pour Nicolas Sarkozy? Les avocats de l'UMP considèrent en tout cas que le droit leur permettait de le faire. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'écoute, et j'ai plutôt tendance à leur faire confiance. Pour le reste, n'étant pas de ceux qui ont organisé la campagne de Nicolas Sarkozy, et voyant que ceux qui ont contribué, à savoir l'UMP, avec des affaires moches, sales, et notamment des surfacturations entre Big Malion et l'UMP, et qui aujourd'hui essaie de se défausser sur la campagne de Nicolas Sarkozy pour s'exonérer de toute responsabilité. L'UMP, les dirigeants de l'UMP, oui, Jean-François Copé. Oui, ce sont ceux-là qui ont dit tout ça, c'est pas de notre faute, c'est la faute au compte de la campagne de Nicolas Sarkozy, sans jamais citer d'ailleurs Nicolas Sarkozy lui-même, mais essayant quelque part de semer le doute sur sa personne. Bon, vous savez, je prends un seul exemple. Allez-y. Un seul exemple, puisque il y a eu des réunions et des meetings dans toutes les villes de France. Je vois dans un site internet d'un journal politique, facturation du meeting à Nice. Big Malion à l'UMP, 600 000 €. 600 000 €, Jean-Jacques Bourdin, c'est pas une petite somme. Ah ben, on est bien d'accord, Le Zénith de Nice, je le connais, puisqu'il m'arrive de le louer pour des événements importants, les vœux du personnel. Gad Elmaleh s'y produisait il y a quelque temps, et donc les artistes qui s'y produisent, il y a un tarif commercial, etc. Et celui qui est déclaré au Conseil constitutionnel est exactement celui qui est affiché sur le tarif commercial, c'est-à-dire entre 90 000 et 100 000 €, tout équipé avec la sono, etc., etc. Je me pose la question, je me dis 600 000, 98 000 €, où sont passés les 500 000 € dans la poche de qui? Eh bien, je crois qu'il y a aujourd'hui des enquêtes qui sont ouvertes, qui nous permettront d'être éclairés. À la justice. Là. Moi, je ne suis pas dirigeant de l'UMP. Moi, je n'ai pas dirigé la campagne de Nicolas Sarkozy. Par contre, je suis comme tous ces militants, je suis triste, je suis malheureux. Tout ça est moche et nous avons besoin de connaître la vérité. Je vais vous en reparler, mais je voudrais maintenir quand même le sujet du Conseil constitutionnel et de cette somme réclamée que l'UMP a payée pour Nicolas Sarkozy. Il était quand même responsable de la campagne, Nicolas Sarkozy, c'était le candidat. Vous avez Est-ce que la responsabilité de Nicolas Sarkozy est engagée, oui ou non, dans toutes ces affaires? Franchement, je vous pose la question. Vous vous adressez à moi comme si j'avais été au cœur de la campagne. Mais non, mais parce que vous avez un avis. Vous me posez une question. François Fillon, par exemple, lui, a un avis. Il a ouvertement posé la question. Vous me posez une question de droit. Cette question de droit, c'est est-ce que la pénalité pour avoir eu un dépassement de compte de campagne devait être payé par le candidat Nicolas Sarkozy ou par l'UMP? Mais là, je vous parle pas de droit. Je vous parle de la responsabilité du patron. Le patron. Lorsque vous êtes patron de votre mairie, Christian Estrosi, vous assumez. Est-ce que vous assumez tout? Oui, tout. Bon, alors est-ce que Nicolas Sarkozy assume ou pas? Eh bien, je vais vous donner ma part de vérité, elle vous satisfera ou pas. Oui, ça c'est votre problème, elle vous satisfera ou pas, mais c'est ma réponse et ma dernière réponse. Je crois que Nicolas Sarkozy a eu tort de faire confiance à Jean-François Copé dès 2007, avec François Fillon, puisque ce sont tous deux qui ont demandé en 2007 à Jean-François Copé de prendre la présidence du groupe UMP à l'Assemblée nationale contre Christian Estrosi. C'est de là que tout est parti, et s'il y a des dérives aujourd'hui, c'est toujours le patron qui fait confiance à la personne à qui il ne fallait pas faire confiance. Donc c'est le patron qui a la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr, lorsque j'ai quelqu'un. Donc Nicolas Sarkozy est le responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Et il a la responsabilité d'avoir peut-être choisi les mauvais éléments autour de lui à un moment ou un autre, mais pas la responsabilité directe d'avoir géré des comptes dont il n'avait
n'avait pas la gestion lui-même. Alors, un audit sera publié. Vous n'avez pas d'informations sur le résultat de cet audit de l'UMP, des comptes de l'UMP? Absolument aucune information. Parce que je vois les chiffres, ils sont faramineux, mais c'est hallucinant. Si les chiffres sont ce qu'ils sont, Jean-Jacques Bourdin, ils sont catastrophiques. Oui. Si les chiffres sont ce qu'ils sont, cela veut dire que nous sommes en état de survie. Mais je dirais que des chiffres, à la limite, il y a eu un Sarkoton qui à un moment a réussi à combler cela dit, vous avez perdu 40 millions d'euros sur la seule année 2012. Un compte de campagne. Cela signifie que un chiffre, à partir du moment où vous redonnez un élan, où vous redonnez de la foi, où vous redonnez de l'espérance à des hommes et des femmes qui ont cru et qui peuvent espérer encore que l'on constitue une force d'alternance pour 2017, tout est possible. Le seul problème qui se pose, plus que des problèmes de chiffres, c'est de savoir si au congrès du mois de novembre prochain, l'UMP sera capable de survivre tout simplement, et de survivre sur des valeurs morales, de survivre sur un projet d'avenir, de survivre sur... C'est-à-dire que l'UMP aurait perdu toute morale? Mais c'est-à-dire que l'UMP aujourd'hui, c'est une affaire de petits apparatchiks politiques qui, entre eux, essaient de se distribuer les places. Pourquoi ne suis-je pas au bureau politique? Parce que j'ai choisi de n'appartenir à aucun quota. À aucun clan. Donc vous n'êtes pas salarié comme Geoffroy Didier de l'UMP? Non, je vous le confirme. Et c'est à 8 500 euros par mois. Et c'est d'ailleurs assez choquant. Je n'ai pas bénéficié d'un collaborateur non plus. Monsieur Hortefeux qui fait payer Monsieur Geoffroy Didier, qui est payé par l'UMP. En tout cas, je ne connais pas les conditions dans lesquelles, mais personnellement, je n'ai pas eu. C'est un mérite pour moi. C'est un mérite pour moi. Reconnaissez-le. Vous avez été lucide, surtout. Je me bats. Non, je me bats pour des valeurs. Pour l'intérêt général de mon pays. À ça. Je me bats pour l'intérêt général. Vous essayez, Jean-Jacques Bourdin. Je vous comprends. C'est votre métier. J'essaie d'avoir de m'enfermer dans une logique interne à l'UMP. Oui, mais pour des informations internes à l'UMP, je suis un mauvais client puisque je ne suis pas un responsable de l'appareil UMP. Mais, vous faites partie de l'UMP, non? Oui, je fais partie de l'UMP. Bon, vous êtes militant. Nous sommes 200. Vous avez payé votre cotisation 200 et quelques mille. Vous payez votre cotisation. Je paye ma cotisation. Bon. Et je paye plus que ma cotisation pour faire vivre ma permanence, celle de la fédération de mon département. Pas ce qui se passe, c'est la gestion de votre parti. Et c'est bien pour cela que je suis un homme triste. Triste parce que je ne me suis pas engagé en politique pour cela. Et c'est bien pour cela que je veux participer aux élections primaires de 2016 pour proposer autre chose aux Français. Je crois que ce modèle politique est mort. D'ailleurs, vous savez, lorsque je regarde toutes les formations politiques, lorsque je regarde le Parti socialiste qui a 50 députés frondeurs, ça s'est jamais vu dans une majorité qui refuse de voter un budget. Lorsque vous regardez les Verts, dont la moitié dit on veut gouverner, l'autre non, on veut surtout pas participer à la gouvernance majoritaire. Lorsque vous voyez le Front de gauche qui accepte de participer aux actions de municipalité en territoire et de soutenir le gouvernement au plan national, lorsque vous voyez le Front national où la mère et la fille et le père ne se parlent plus, et lorsque vous voyez la situation de l'UMP avec ses affaires sales, eh bien je comprends que les Français soient dégoûtés par les appareils politiques. Ça veut dire qu'il faut une révolution et bâtir un nouveau modèle politique dans notre pays. On va en parler, mais je voudrais je voudrais vous poser 3 questions autour de l'UMP directement. Est-ce que vous avez des doutes sur l'honnêteté de Jean-François Copé? Je n'ai jamais accepté de faire des règlements de compte de personne. Il ne s'agit pas de règlement de compte. Est-ce que vous avez des doutes? Soyez direct et franc. Est-ce que vous avez des doutes? Puisque vous me dites vous-même, je ne sais pas où est passé l'argent. Est-ce que vous avez des doutes? Oui, j'ai des doutes. Vous avez des doutes sur l'honnêteté de Jean-François Copé? J'ai des doutes sur la manière dont Jean-François Copé a administré l'UMP. Mais au-delà de cela, vous savez, c'est parti en 2007. François Fillon... vous avez aussi des doutes sur François Fillon, alors? François Fillon m'a quand même appelé 3 fois au mois de juin 2007 pour me dire je te demande de te retirer de la candidature à la présidence du groupe UMP parce que nous souhaitons que ce soit Jean-François Copé qui assume cette responsabilité. Bon, alors qu'il y a une tradition dans la Ve République, c'est que le président du groupe soit toujours le plus proche possible de l'exécutif, du pouvoir et du président de la République. À cette époque, Jean-François Copé en était bien éloigné. On a choisi de lui faire confiance. Et puis nous avons eu 2012.
vous savez pertinemment que l'élection à la présidence de l'UMP 2012 a été une élection faite de tricherie, et que si les doutes dont vous parlez aujourd'hui ont réellement éclaté, c'est à partir de 2012. À partir du moment où il y avait ces doutes en 2012, c'est 2012-2014, 2 années de doutes. Mais au-delà de cela, il y a une direction, me semble-t-il. Il y a un triumvirat de hautes personnalités, de très grande qualité, qui ont exercé les plus hautes responsabilités au sommet du pouvoir, des anciens premiers ministres. C'est quand même pas à moi qu'il faut poser la question sur les doutes. Puisque vous êtes un homme libre, puisque vous êtes l'homme libre. Oui, je suis l'homme libre. L'homme libre de l'UMP. À ces hauts responsables, allez-y, mettez tout cash sur la table, qu'on sache tout ce soir sur la réalité. Est-ce que vous pensez que chacun joue son jeu personnel? Alain Juppé, par exemple, François Fillon et... Non? Mais c'est bien pour ça que je pose une question. Oui. Vous avez une responsabilité, messieurs. Celle d'assurer avec la plus grande neutralité et la plus grande transparence pour donner de la crédibilité au congrès que nous aurons au mois de novembre vis-à-vis de nos militants, si on veut leur redonner un espoir. Il faut qu'ils sachent qu'ils pourraient... Et aux Français... Mais comment je me mets à la place des Français, Christian Estrosi. Comment faire confiance à un parti qui gère aussi mal son propre parti, ses propres finances? Dites-moi, franchement, pour gérer la France, Christian Estrosi. Jean-Jacques Bourdin, moi, je ne m'adresse qu'aux Français. Bon. Et donc, la question que vous posez, je me la pose tous les jours. Je me dis, pourquoi suis-je à l'UMP? Allez, je suis à l'UMP. Vous avez envie de quitter l'UMP, franchement? Je vais vous dire pourquoi je suis à l'UMP. Oui. Parce que malheureusement, quand je vois l'offre politique, je suis obligé d'adhérer au parti dont je me sens le moins éloigné en termes idéologiques et en termes de valeurs. Mais je regrette en même temps qu'aujourd'hui l'UMP soit plus un parti qui donne des investitures, soit plus un parti où il y ait des disputes entre les uns et les autres pour savoir qui exercera le pouvoir, plutôt qu'un parti qui aujourd'hui propose aux Français. Voilà pourquoi en même temps je veux me mettre un peu au-dessus. Je n'ai pas de raison de me fâcher avec l'un ou avec l'autre. On a des différentes approches, mais beaucoup ont des valeurs qui peuvent se retrouver et s'additionner. Ça veut dire et quoi? nous pouvons, là où il y a une tristesse des Français, un découragement des militants et un découragement même d'un grand nombre. Vous allez quitter le parti? Moi, je vais vous dire une chose. Vous voulez qu'on change le nom du parti, qu'on crée un nouveau mouvement? Écoutez, si c'est pour que l'UMP soit à nouveau le théâtre de l'affrontement des égaux, des petits marquis animés par des serviteurs zélés qui espèrent recevoir les dividendes et qui n'hésitent pas à trahir les uns et les autres en fonction de leurs intérêts personnels. Eh bien, je le dis, si ça se passe comme ça au mois de novembre prochain, je n'en serai plus. Oui, vous quitterez. Est-ce qu'il faut créer un autre mouvement? Moi, je pense que nous avons... Est-ce que vous souhaitez... Aujourd'hui, je veux apporter ma contribution. Si enfin il y a un esprit de responsabilité pour qu'on joue collectivement, je suis prêt à apporter ma part de contribution, mais à ce prix-là et à ce seul prix-là. Et en même temps, je dis, si nous réussissons à jouer collectivement pour regagner la confiance de nos militants, regagner la confiance des Français, alors oui, en changeant le nom du parti, parce qu'aujourd'hui... Oui, il faut changer donc le nom du parti. L'UMP, c'est quoi? L'UMP, c'est devenu un parti bourgeois, c'est devenu un parti arrogant, c'est devenu un parti élitiste, là où il avait pour vocation, lorsque Jacques Chirac a souhaité le fonder, à être un parti qui parle aux ouvriers, qui parle aux salariés, qui parle aux fonctionnaires, qui parle aux entrepreneurs, qui parle aux professions libérales, qui parle à toute la France, est-ce que Nicolas Sarkozy a raison? Où nous sommes capables de regagner et de parler à tous les Français, du plus modeste au plus important. Mais oui, Christian Estrosi, on comprend ça, votre objectif. Mais moi, je vous pose une question directe. C'est déjà bien que vous le compreniez. Non, mais je comprends. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais Nicolas Sarkozy, dites-moi, est-ce qu'il doit prendre la présidence de l'UMP? Est-ce que le président de l'UMP, régulièrement convoqué par des juges, c'est supportable? Mais moi, je vous pose une autre question. Allez-y. Est-ce que vous croyez que le devoir de ceux qui administrent aujourd'hui par intérim l'UMP est de plus avoir pour préoccupation d'empêcher le retour de Nicolas Sarkozy au contraire de dire qu'il ne pense qu'à ça? Ah, je pense que la plupart de ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités se disent faisons tout pour empêcher son retour. Pourquoi? Mais qui? Mais pourquoi? Mais dites-moi qui? Vous voyez bien que tous ceux qui ont des ambitions et qui voient les sondages. Donnez-moi les noms, moi je voudrais savoir, je ne sais rien. Tous ceux qui ont des ambitions
et qui voient les sondages. Tous ceux qui ont des ambitions, moi, je ne tomberai pas dans cet exercice-là. Mais c'est pas un exercice. Non. Soyez franc. Parce qu'à la sortie, vous pensez à eux, mais vous voulez pas me le dire. Parce qu'à la sortie, on va dire de Christian Estrosi, regardez, il est comme les autres. Quand il va sur un plateau de radio ou de télé, pourquoi vous ne parlez pas franchement? C'est pour dénoncer et c'est pour alimenter la guéguerre entre les uns et les autres. Pas du tout. Moi, j'espère me faire en sorte que chacun puisse se réconcilier. Ils veulent faire échouer Nicolas Sarkozy. Je leur dis à tous, vous avez de la valeur. Vous avez individuellement chacune et chacun d'entre vous des valeurs et des choses à proposer, même si je suis en désaccord. Moi, mon désaccord profond, par exemple, il est sur la ligne politique défendue par François Fillon en matière de libéralisme aujourd'hui. Je ne suis pas un libéral, je suis un gaulliste. Il se révèle aujourd'hui comme un ultralibéral qui propose une voie thatchérienne, etc. Moi, je suis plutôt colbertiste, bonapartiste, gaulliste, c'est-à-dire pour la vision d'un État stratège qui permettent de relancer une grande production industrielle dans notre pays, un peu protectionniste, avoir une baisse d'impôts massive, là où François Fillon dit il faut dire la vérité aux Français, on baissera pas les impôts, c'est-à-dire promettre du sang et des larmes. Moi je dis si on baisse pas les impôts, on relance pas la consommation, on relance pas le pouvoir d'achat notamment chez les plus modestes, on ne redonne pas de l'espoir, si on ne baisse pas les charges sur les entreprises, on ne recrée pas de la croissance, on ne relance pas une grande politique d'innovation qui est le seul moteur de croissance possible quand on sait que 0,1% de taux de croissance de plus dans notre pays, c'est 1 milliard d'euros qui peut rentrer dans les caisses de l'État pour réduire les déficits qui sont les nôtres. C'est-à-dire une vision à gauche et à droite d'un certain nombre de personnes qui vont totalement à l'envers si j'ai bien compris, de ce dont a besoin notre pays. Vous êtes plus près de Manuel Valls que de François Fillon. Sur certains sujets, je me sens pas si éloigné d'un certain nombre. Vous savez, par exemple, à propos d'Alstom, qui est un très beau dossier où il y a eu un grand débat. Pour moi, vous m'avez reçu à cette époque, d'ailleurs, qui a mis en place le Fonds stratégique d'investissement pour que nous puissions, avec des fonds souverains de l'État, intervenir sur le capital de certaines entreprises pour préserver les intérêts stratégiques. Donc ça a été bien géré, Alstom, de brevets français. Eh bien, moi, que General Electric, qui paye des dizaines de milliers de salariés français, en France, puisse rentrer au capital d'Alstom, mais avec la condition que l'État prenne des participations pour s'assurer que les intérêts stratégiques de la France, que nos brevets soient préservés et ne partent pas à l'étranger, c'est au fond la politique industrielle que j'avais mise en place contre une vision atlantiste de François Fillon et de Christine Lagarde à l'époque. Donc je dis que de manière transversale entre gauche et droite, il y a certains sujets sur lesquels on peut se trouver. La gauche ne va pas assez loin, la droite ne fait pas de propositions assez fortes dans le domaine de l'innovation qui est le seul moteur de croissance possible pour demain, mais en tout état de cause, c'est ça les vrais beaux sujets d'avenir dont il faut parler pour rassurer les Français, pour leur donner l'espoir que demain ils regagneront du pouvoir d'achat. Près de 18 000 chômeurs en moyenne de plus par mois depuis que la gauche est au pouvoir. Mais vous vous rendez compte où on en est? Mais c'est une folie. Il faut enrayer. Nous devons avoir pour obsession de lutter contre le chômage aujourd'hui et pas de mener des guerres d'apparatchiks à l'intérieur des appareils politiques. Oui, mais quand on écoute les intervenants des uns, même Nicolas Sarkozy n'a parlé que obsession de son peut-être obsession, je ne sais pas, mais enfin de ce qui s'est passé, de ses ennuis judiciaires, que ça. Mais tout cela, on peut se poser des questions. Vous savez, les doutes, je les ai de partout. Ne croyez pas que j'ai des certitudes. Ne croyez pas, Jean-Jacques Bourdin, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, que j'ai des certitudes. L'amitié est une chose. La loyauté à l'égard d'hommes et de femmes avec lesquels on a partagé des choses, on n'a pas le droit de se renier. On doit assumer. Moi, j'ai participé pendant 5 ans à des gouvernements. On m'a confié de belles responsabilités. J'ai été fier de les assumer. Et je dirais que je ne renierai jamais ce que, entre 2007 et 2012, j'ai accompli aux côtés de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, nous regardons 2017. On va pas faire le procès d'avant. Vous serez candidat vous, aux primaires, hein? Oui, totalement, je le saurai et j'irai jusqu'au bout. Et vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et je suis déterminé. Je suis déterminé que les choses soient dites. Voilà. Bon. Alors j'ai juste une dernière question qui n'a rien à voir avec tout ça. Aujourd'hui au Sénat, discussion sur la prostitution et la pénalisation des clients.
Vous trouvez ça une bonne solution ou pas? Mais la pénalisation des clients existait déjà. Le problème des socialistes, c'est qu'ils ont abrogé une disposition que j'ai introduite moi dans la loi d'orientation et de programmation de sécurité intérieure en 2003, le racolage, qui consistait à rajouter au racolage actif qui était un délit, le racolage passif qui était un délit. Pourquoi? Parce que à quoi ça vous sert simplement de mettre en garde à vue un client? Vous allez réussir à faire dire pendant sa garde à vue à un client d'où vient le réseau de proxénétisme qui entretient de jeunes mineurs étrangères, par exemple sur la promenade des Anglais ou au bois de Boulogne. Eh bien, bien évidemment non. C'est pas comme ça qu'on réussira à démanteler des réseaux de proxénétisme qui sont des réseaux mafieux, criminels, dangereux, qui font travailler de pauvres esclaves. Et au contraire, le délit de racolage passif que j'avais mis en place permettait de mettre en garde à vue ces jeunes prostituées, de leur proposer en échange d'une formation, d'un travail, d'une autorisation de séjour sur le territoire national, d'un projet social, des informations qui nous permettaient de démanteler des réseaux de prostitution à l'étranger. Eh bien, les socialistes, une fois de plus, font fonctionner les choses à l'envers. Ça veut dire qu'on n'arrêtera pas les réseaux de prostitution avec ce qui vient d'être proposé au Sénat. Merci, Christian Estrosi, 8h57.